Ok, go. Bonjour à tous. On est là ici avec Élise Desaulniers. Bonjour Allô. Élise. Salut. Je me présente, Annabelle Moreau, je suis rédactrice en chef chez Châtelaine. Donc on reçoit Élise ce midi pour nous parler d'alimentation végane. D'ailleurs, Élise, tu viens de publier le défi vegan 21 jours. Ça fait pas très longtemps, c'était à quel moment? Bien fait, là. D'accord, et ça se passe bien pour l'instant? Je pense que ça se passe super bien. On a déjà eu une réimpression. Ok, Il y a génial. près de 4000 personnes qui participent au défi vegan, donc ils ont dit qu'elle allait être vegan pendant 21 jours en Ah. mai. Donc oui, je pense que ça se passe pas mal bien. D'accord, d'accord. Bon, on est là aujourd'hui pour un peu démystifier qu'est-ce que c'est l'alimentation végane avec toi. Peut-être en commençant, est-ce que tu peux nous expliquer très simplement c'est quoi le végétalisme, le véganisme, puis est-ce qu'il y a une différence entre végétalisme et véganisme? Parce que des fois, on mélange Ouais, un peu. on les prend synonymément. Ouais. Déjà, peut-être végétalisme. Un végétarien, une végétarienne mange pas de viande ou de poisson, mais va consommer des œufs, du lait, des trucs comme ça. Un végétalien va manger juste des plantes, donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers. Un vegan, c'est comme le mouvement plus politique derrière ça. Donc, c'est l'alimentation végétalienne, mais c'est aussi le refus d'exploiter les animaux. Donc, on va pas porter de cuir, pas porter de laine, refuser les cosmétiques testés sur les animaux, etc., etc. Le livre l'aborde brièvement. L'idée du défi vegan, c'est pas non plus de refaire sa garde-robe ou de changer son set de salon, mais puisque ça fait partie du même mouvement, on en profite un peu pour initier les gens à ça. Mais on se concentre surtout sur l'alimentation végétalienne parce que c'est probablement 95% du problème de l'exploitation des animaux puis des problèmes environnementaux, donc on pourra reparler. D'accord. Et dis-moi, pour toi, de devenir végétalienne, d'embrasser ce mode de vie-là, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment important où tu as dit, bon, là, c'est cette voie-là que je vais emprunter? Oui, ça s'est passé il y a à peu près 9 ans. J'ai lu un livre qui s'appelle L'éthique animale de Jean-Baptiste Villemère. C'est un livre de philo. J'avais reçu un paquet de livres de philo qui appartenait à mon copain au bureau. J'attendais un ami dans un café, j'avais ces livres-là avec moi. Puis c'est celui qui avait l'air le moins plate des livres de philo. J'étais comme, tu sais, les animaux, j'ai des chats, on va lire l'éthique animale. J'avais jamais entendu parler de ces questions-là. Et je commence à lire et on décrit l'élevage industriel. Okay. Et là, je suis choquée, tu sais, je suis quelqu'un qui lit les journaux, qui m'intéresse à ce qui se passe, puis j'avais jamais réalisé que les animaux que je mange étaient traités comme des cinq moyens de production. J'étais choquée parce que j'aime les animaux comme tout le monde. Puis, tu sais, puis j'ai des chats que j'emmène au vétérinaire à qui j'achète des bonnes croquettes. Puis je peux pas. D'ailleurs, tu prends des très belles photos de tes chats. Oui. J'attire des clics sur Instagram avec mes chats. Je n'avais pas Instagram à l'époque, ma vie était beaucoup plus simple. Mais pendant ce temps-là, je mange des animaux qui sont traités comme des moyens de production, qui souffrent pour mon plaisir gustatif. C'est choquant. Ce soir-là, j'ai décidé de devenir végétarienne. Comme ça, là. Comme ça. Prendre l'affaire la plus radicale que j'ai faite dans ma vie, tu sais. Puis, j'ai continué à lire. J'ai commandé à mon tour plein de livres, des trucs comme ça. L'idée, c'était peut-être de trouver une façon de recommencer à manger de la viande, tu sais, la viande éthique, la viande bio. Puis c'est un peu le contraire qui s'est produit. Plus je lisais, plus je me radicalisais. Puis moi, j'étais convaincue, tu trouvais des arguments, en fait. Oui, puis je ne suis pas quelqu'un de radical. J'avais vraiment une vie normale. J'avais un bureau avec des murs en tissu puis un éclairage en néon. J'avais rien de bizarre. Pour moi, j'avais une coloc végétarienne à l'université. Pour moi, c'était une extrémiste. Je ne voulais pas être dans cette gang-là. Sauf que si je voulais être cohérente, il fallait que je aille de ce côté-là. Donc, je suis devenue végétalienne, végane dans les mois qui ont suivi. Mais tu as commencé par être végétarienne. Ouais. Et ensuite, progressivement, tu es allée vraiment t'embrasser tout ce mode de vie-là, finalement. Oui, simplement, pas parce que je voulais me compliquer la vie, pas parce que j'aimais pas la viande, j'adorais la viande. Puis, tu sais, j'étais pas une mangeuse difficile. Tu sais, je mangeais du foie gras, puis je mangeais, tu sais, du poisson cru, tout ça, c'était correct. Je voyageais beaucoup à l'époque. J'étais fière de manger de tout partout. Fait que c'est pas que j'aimais pas ça, c'était juste que je cherchais à être cohérente entre ce que je croyais et ce que je faisais. Et donc, ça a pris du temps, juste changer mes habitudes, commencer à cuisiner. Je cuisinais pas beaucoup, puis là, il a fallu que j'apprenne un peu à cuisiner. J'ai des amis qui m'ont aidée, je me suis acheté des livres de recettes, puis à un moment donné, je me suis dit, go, je vais essayer d'être complètement végane. J'étais en voyage en Arizona. J'avais loué une maison en Arizona, puis je me suis dit, pendant une semaine, je vais essayer d'être végane. J'avais amené mon livre de recettes, puis j'avais le temps. Tu sais, j'étais en voyage pour lire. Je me rappelle, je lisais Simone de Beauvoir. Et en même temps, je cuisinais de la bouffe végane. Et puis là, c'était fou parce que je faisais juste suivre les recettes aveuglément. Tu sais. OK. Puis c'était le livre de Jay Steele,
qui est une auteure de Toronto. Je me pose pas de questions, je fais ce qu'elle me dit. Et à chaque fois, j'étais comme, oh my God, c'est donc bien bon. Puis quand je suis revenue chez nous après ce voyage-là, j'avais déjà plein de nouvelles recettes que je voulais garder. Que tu vas appliquer dans ton j'avais juste comme, plus besoin d'acheter du fromage puis de la crème. J'avais déjà découvert plein d'alternatives, puis j'avais plein de nouvelles recettes qui me... Justement, c'est quoi un peu les principes de base de l'alimentation végane? Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu comment on peut s'y retrouver pour quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, qui voudrait s'y mettre, qui est intéressé? Oui, bien, ça prend plus que 2-3 minutes à expliquer, puis c'est pour ça qu'il y a un livre. Mais l'idée, si on enlève les protéines animales, on a l'impression qu'il ne restera plus grand-chose. Donc, qu'il ne restera plus de protéines, tu sais, que notre assiette, ça va être des patates puis de la laitue. Et c'est pas ça. Ce que je mange beaucoup plus qu'avant, c'est des légumineuses. Les légumineuses, c'est une super bonne source de protéines. Puis il y en a plein. Là. Ça va les lentilles, les pois chiches, les fèves rouges, les fèves noires, tout ça, qu'on apprête de toutes sortes de façons. Les céréales ont un rôle important à jouer aussi. Quinoa, les riz entiers, etc., etc. Puis il y a plein de produits que j'ai découverts qui sont comme des petits compléments qui rendent le tout un peu plus sexy. Bon, déjà, les épices et les herbes, c'est fondamental. Si tu veux que ça coûte quelque chose, il faut que tu épices. Mais il y a des crèmes de soya, par exemple, qui sont super le fun, qui remplacent super bien la crème 35 ou la crème ordinaire. J'étais avec Bob le chef en fin de semaine, puis on s'amusait à véganiser des recettes. Même dans des drinks, on peut mettre de la crème de soya, c'est vraiment fun. Il y a des fromages de noix aussi qui sont intéressants. Si on veut une petite protéine de plus dans une salade. Parce que moi, c'est ça qui me fait beaucoup peur. Le fromage. Le fromage, le produit laitier. En général, je me dis comment je pourrais faire pour me passer de ça. Et t'es pas la seule. C'est mon deuxième livre. Avant d'écrire un guide pratique, j'ai écrit des essais, puis j'en ai écrit un sur l'industrie laitière. Parce que si tu passais de viande, on est comme capable de l'imaginer. Mais c'est passé de fromage et de produits laitiers, pas capable. De yogourt, de crème, tout ça. Déjà, le lait, les laits végétaux, l'épicerie en est pleine. Si on n'aime pas le lait de soya, du lait d'amande, du lait de riz, du lait de chanvre, du lait de toutes sortes d'affaires, puis on va les essayer, on va les mettre dans notre café, on va tester. Les fromages, il y a... Évidemment, si tu cherches le goût du Cantal, tu ne vas pas retrouver le Cantal en fromage végétal. Ça, c'est sûr. Puis il faut peut-être juste faire évoluer ses plats préférés pour ne pas chercher cette affaire-là. Une raclette végane, ça se fait avec des fromages végétaux, mais tu ne vas pas retrouver ce que tu avais en Suisse. Mais il y a des fromages végétaux qui sont fun. J'aime beaucoup le Gusta qui est fait à Montréal, un petit fromage artisanal qui fond bien, qui est le fun. Le Veille Nature aussi, qui est un autre fromage artisanal, qui est en fait des noix fermentées. Ça ressemble à du chèvre, c'est le fun. C'est dans des salades, c'est le fun un peu partout. Donc là-dessus, on a ça. Il y a des yogourts qui sont à base d'amandes, des yogourts de coco qui est super bon. Yogourt de soya. Les crèmes glacées, ben là, il commence à faire beau, il va faire beau. Il y en a en épicerie, des crèmes glacées à base de lait de coco, de lait de soya. Il y a des crèmes glacées artisanales aussi, la crème en fait. Il y a de plus en plus d'alternatives. On n'est pas obligé de les acheter, on peut très bien s'en passer, mais si on veut se faire plaisir ou juste remplacer, on garde la même recette. Notre recette qu'on aimait beaucoup de lasagne, on veut faire la même lasagne. Ben, on peut remplacer le fromage par du fromage végétal. On peut remplacer sa viande hachée par du tofu, par des lentilles, ou même du sans viande hachée. Là, il y a des marques comme Yves partout. Parce que c'est un peu ce que tu nous conseilles dans ce livre-là, c'est de commencer par prendre les recettes qu'on a déjà, voir comment on peut avoir ces recettes-là de manière végétalienne, puis de passer progressivement jusque enlever tous les aliments. Être full vegan. Oui, c'est ça, être full vegan, mais progressivement. Oui, chaque personne a sa propre méthode, mais je trouve que cette méthode-là, on fait la liste de nos plats préférés. Je pense qu'on a tous 5, 10, 15, 20 recettes qu'on fait tout le temps. Puis on regarde, peut-être qu'il y en a qui sont déjà véganes. On ne sait pas. Puis on ne sait pas. Une pizza sauce tomate avec du basilic, c'est vegan. Fait qu'il n'y a pas de problème. La lasagne, les salades, il y a plein de trucs déjà véganes qu'on a. Les trucs qui ne sont pas, on regarde comment on peut les véganiser. Puis des fois c'est facile. Puis il y a des affaires, évidemment, la bavette à l'échalote. On ne va pas véganiser ça. On peut peut-être, dans ce temps-là, juste regarder des livres de recettes végétaliennes, puis remplacer ces recettes-là par d'autres recettes qui sont celles-là végétaliennes. Fait juste comme on fait le défi vegan où on y va à sa méthode, on teste des recettes végétaliennes, il y en a plein sur le site de Châtelaine, il y en a ailleurs, et il y en a qu'on va aimer, il y en a qu'on n'aimera pas, puis ceux qu'on aime, on les garde, puis notre répertoire va s'élargir comme ça. D'accord, je voulais peut-être qu'on jase un autre aspect aussi, parce que manger, c'est aussi un acte social de partage avec nos amis, avec notre famille. C'est quoi le plus grand défi que quelqu'un qui décide d'embrasser ce mode d'alimentation-là
va rencontrer, comment il va pouvoir justifier, par exemple, à sa famille, ses amis, son chum, sa blonde, moi, j'arrête de manger de la viande, j'arrête de consommer des protéines animales. S'il y avait une solution miracle, là, il n'y aurait plus de conflits sociaux, ça serait facile pour tout le monde. Évidemment, la clé, c'est la communication. Dans certaines familles, ça se passe super bien. Dans certaines familles, ça se passe moins bien. Dans certaines familles, la viande a un rôle central. C'est une espèce de preuve qu'on est parvenu à quelque chose dans notre vie. Je parlais avec une éducatrice de garderie d'origine haïtienne récemment. Sa famille a vécu la pauvreté en Haïti. Et ici, maintenant, le dimanche soir, il mange la viande. Elle arrive, elle dit, je veux pas de viande. C'est comme tout refuser ce que sa famille a réussi à faire ici, puis c'est dur, tu sais. Sauf qu'on en discutait ensemble, puis les plats d'accompagnement sont véganes. Fait qu'il y a moyen, tu sais, de refuser la viande sans refuser le partage, sans refuser le repas. Il y a des façons de l'aborder aussi sans culpabiliser les mangeurs de viande. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'en disant aux gens, ben moi, je ne mange pas de viande pour des raisons morales ou des raisons environnementales, on est en train de leur dire, ben, tu es de mauvaise personne parce que toi, tu fais pas ça. C'est ça. Ouais. Puis, il y a une façon de dire, ben, tu sais, moi, j'ai fait ce choix-là. Si tu veux que je t'en parle, je vais t'en parler. Mais peut-être pas nécessairement d'amener pendant que l'autre est en train de manger ces arguments-là. Tu sais, parlons d'autres choses. C'est pas bien ce que tu es en train de manger, c'est pas bien ce que tu fais. Oui, tu sais, laisser les questions venir plutôt que les imposer. Puis l'amener doucement. On peut aussi proposer d'amener des plats dans le repas familial. Un ami me racontait que sa sœur est végétalienne. Ils ont un gros repas familial qui revient chaque semaine. Mais sa sœur amène des plats, puis elle les met sur la table. Ceux qui en veulent, en veulent. Ceux qui en veulent pas, en veulent pas. Partager le repas comme ça, c'est une autre bonne façon. On peut aussi mettre des thématiques au repas. Si on décide de manger libanais, si on décide de manger asiatique, on va moins se rendre compte que l'entrecôte n'est pas là parce qu'on a un barbecue libanais où on aura fait des médis et toutes sortes d'affaires comme ça. Fait qu'on va moins voir l'absence de viande. Puis après ça, le resto. Le resto, ça aussi, ça peut être problématique. Oui, justement, je vais te demander, est-ce que toi, tu vas continuer à aller dans les restaurants avec les gens, ça ne change rien? J'ai encore des amis. Tu as encore des amis, tu as encore une vie sociale. Par exemple, si un vendredi soir, mes amis me demandent d'aller à la pizzeria, est-ce que c'est possible? Est-ce que je les accompagne ou est-ce que j'amène quelque chose? Comment ça se passe quand tu vas au restaurant? Je te dirais que la seule place où ça peut être vraiment problématique, c'est les gros restaurants français classique, là. Oui. Où la viande est vraiment à l'honneur. Oui, puis la seule option que tu as, c'est des frites puis une salade, puis c'est pas nécessairement le fun. Ça peut, tu sais, si tu manges un peu avant, ça peut être quelque chose que tu vas faire. Tu bois beaucoup de vin, tu sais, fait que ça compense. Mais sinon, à la pizzeria, partout, tu peux demander de la pizza sans fromage. La pizza traditionnelle italienne est sans fromage, là. Une bonne pizzeria avec une pizza sauce tomate, avec du basilic, des artichauts, des trucs comme ça va être super bon. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Tous les restaurants asiatiques, il n'y aura pas de problème non plus. Les restaurants cuisine du Moyen-Orient non plus, il n'y aura pas de problème. Les places un peu plus burger, il y a souvent une alternative veggie burger. Fait que de moins en moins, puis dans mon cas, ça fait 8-9 ans, je trouve que c'est problématique. Je ne vais pas imposer le choix du restaurant, je vais aller dans le restaurant que mes amis choisissent. Puis quand je ne suis pas sûre, ben, je vais checker sur le site internet ou je vais appeler avant. Mais souvent, les chefs vont se faire plaisir. Ils vont être super contents de nous préparer une assiette. Justement, je me demandais, est-ce que tu vois une évolution quand même depuis le début des années 2000 que tu as choisi ce mode-là? Est-ce que de plus en plus de restaurants offrent des options végétariennes, végétaliennes? Avant, peut-être qu'on en voyait moins. Oui, il y en a plus maintenant. Oui, oui. Même un grand restaurant comme Lalou sur des pains ici à Montréal, qui est une des meilleures cartes de Montréal, a maintenant un menu en fait entièrement végétalien sur sa carte en permanence. La semaine dernière, tu vas penser que je suis tout le temps au restaurant, ce qui n'est pas faux, mais la semaine dernière, on était en gang d'amis, là, puis tout le monde a trippé sur ce menu végétalien-là. Dans tous les grands restaurants, c'est possible, même si ce n'est pas sur la carte de le demander. Puis dans les restaurants, c'est plus familiaux. S'il n'y a pas un menu végétalien sur la carte, c'est souvent possible avec des petits ajustements de demander. Puis il y a des personnes qui vont dire, moi au restaurant, je fais une exception. Je ne vais pas demander si les champignons sont sautés dans le beurre ou pas. Je ne vais pas me poser de questions. Puis c'est correct aussi. Je pense que plus le monde évolue, plus les options végétaliennes vont être disponibles. Puis elles sont beaucoup, beaucoup plus maintenant qu'il y a 8-9 ans. Puis dans 10 ans, ça va être encore autre chose. Puis si moi, je commence ma transition, puis j'ai pas le courage de poser de questions, c'est correct, là, je suis pas mauvais. Parce que c'est un apprentissage aussi. C'est un apprentissage. Puis, ben,
c'est comme n'importe quoi, on y va par étapes. Puis, il n'y a pas un test à la fin pour savoir si on a bien réussi. L'idée, c'est vraiment de faire de son mieux. Puis, j'ai un autre ami qui me dit, lui, un gâteau d'anniversaire, c'est toujours vegan. La personne qui me l'a fait, qui me l'a acheté, elle l'a fait avec amour. Fait que, tu sais, je ne posais pas de question savoir s'il y a un œuf ou du beurre dedans. C'est correct, ça aussi. Par contre, il y a des super bonnes pâtisseries végétaliennes. Sophie Sucré, entre autres. Le petit lapin aussi, ou Rose Madeleine. Rose Madeleine, on a quelques recettes sur le site, qui sont juste incroyables, ces recettes. Ça, c'est le fun. Même s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas partout envie d'être végétaliens, on a toujours eu, à un moment donné, dans son frigo, une absence d'œufs, puis là, on ne sait pas quoi faire. C'est super facile de remplacer les œufs dans un gâteau. Comment on peut remplacer les œufs dans un gâteau? Parce que c'est toujours la question qui revient finalement. Déjà, tu as déjà remarqué que ça ne goûte pas l'œuf, un gâteau. L'œuf, il y a comme un rôle de liant. On les remplace par des graines de chia ou des graines de lin. On peut remplacer ça aussi par du tofu soyeux, de la compote de pommes. Dans le livre, sur le site, il y a comme les proportions. Puis ça fait la même affaire. Ça coûte moins cher, c'est moins compliqué à transporter, à conserver. On en a toujours sur la main. Fait que ça, les œufs, là, c'est facile de s'en passer dans un gâteau. Le beurre, on va le remplacer par de l'huile. On peut le remplacer par de la margarine si on veut. Le lait par un lait végétal. Fait que il n'y a pas de raison de ne pas faire de gâteau. De ne pas faire de gâteau puis de faire des bons desserts. Oui, ça va être complètement décadent puis avoir trop de sucre. Je le fais t'amener sur un autre chemin. Parce qu'on parle souvent que certaines personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes vont avoir des carences dans leur alimentation, qu'il faut qu'ils fassent attention à certaines choses. Dis-moi un peu, c'est quoi les carences les plus fréquentes? Puis est-ce qu'il y a certains suppléments que les végétaliens devraient prendre? Ou... Bien, déjà, quand on pose la question sur les végétaliens, c'est qu'on assume que les omnivores n'ont pas de carence. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, alors que, quand on regarde les maladies les plus fréquentes en Occident, maladies cardiaques, certains types de sucre, cancers, diabète de type 2, tout ça, c'est en général les omnivores. Les végétaliens vivent plus longtemps moins de ces maladies-là et qui ont manifestement des problèmes dans leur alimentation. Puis on voit même que le diabète de type 2, par exemple, s'est renversé avec souvent par l'adoption de l'alimentation végétalienne. La carence la plus fréquente, c'est la carence en fibres. C'est pas le cas des végés qui mangent des légumes en masse, mais les omnivores, il n'y a pas de fibres dans la viande. C'est pas parce que c'est fibreux que des fibres ne mangent pas assez de légumes. Fait que c'est sûr qu'on devrait commencer à parler des carences des omnivores avant celles des véganes. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas parler des carences des véganes. Le truc fondamental, c'est la vitamine B12. C'est une vitamine qui est produite par des bactéries. Dans le cas des élevages de viande, on va donner des suppléments de B12 aux animaux. Si on ne mange pas les animaux, on n'a pas l'acide B12-là. Et comme notre eau est purifiée et qu'on lave nos légumes, on n'a pas ces bactéries-là. Ce qui est bien correct, on n'a pas le choléra non plus. Fait que, ça va bien. On vit très bien sans choléra. Donc, on va le prendre par supplément. Les gens vont avoir peur de prendre des suppléments. Souvent, c'est chimique. C'est pas chimique, là, c'est des bactéries. Puis quand on est enceinte, on va prendre des suppléments d'acide folique et toutes sortes d'affaires. C'est naturel d'être enceinte, puis c'est naturel de se supplémenter aussi. Donc, B12, c'est fondamental. L'hiver, la vitamine D. En fait, tout le monde qui habite au Canada manque de vitamine D l'hiver. Le soleil, tout ça. Et puis parfois même les printemps sont difficiles. Fait que vitamine D, si on ne peut pas s'exposer les avant-bras au soleil 15 minutes à l'heure du dîner, vitamine D. Les laits végétaux, certaines viandes végétales sont supplémentées, mais prenons pas de chance, vitamine D. Sinon, le reste, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Il faut s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée avec de tout. Fait que si on mange juste des chips, il va manquer de chips. C'est vegan, yes! Mais pas juste ça. Écoute, si on a une journée où on mange mal, il ne faut pas paniquer, là. C'est correct, là, le corps fait des réserves. Mais voir avoir une assiette avec beaucoup de légumes, la moitié de son assiette, beaucoup de couleurs, qu'on va avoir de tout. Souvent, on est inquiète pour le faire. J'ai plein d'amis, je te le disais tantôt. J'ai une amie qui a un problème d'anémie, on en a parlé à son médecin, c'est pas parce qu'elle est végétarienne, c'est simplement parce que son corps assimile moins bien le fer. Chez les femmes, ça peut être difficile aussi parce qu'à chaque mois. Fait que, il y a des légumes qui ont des bonnes sources de fer, les lentilles par exemple, qu'on va peut-être prendre avec un supplément de vitamine C. Sinon, il y a des suppléments, mais le manque de fer est pas plus fréquent chez les véganes que chez les omnivores. Puis il y a du fer en masse dans les végétaux. Puis on va tout le temps parler des protéines, mais les protéines, on en prend tous trop. Et puis il y en a partout. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter de ces protéines, même si on est une sportive de haut niveau. Des protéines, il y en a. Il y a plein de sportives de haut niveau qui sont végétaliennes pour des raisons de performance. Puis dis-moi, justement,
tu parles qu'on peut faire comme on fait habituellement, comme les omnivores, tout est possible avec l'alimentation végétalienne. Est-ce qu'il y a des produits qui sont vraiment incontournables? Qu'est-ce qui se trouve finalement sur ta table à tous les jours, dans tous tes repas, des choses que tu ne peux pas te passer qui sont essentielles dans le garde-manger? Je te dirais, moi, je suis une fan du riz brun, du riz entier. Je m'en cuis en grande quantité, puis après ça, je m'en sers, je me fais des bols, je me fais des salades, j'en mange avec des sautés, des trucs comme ça. Du riz entier, c'est bonne source de fibres, bonne source de protéines, bonne source de toutes sortes d'affaires. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le tofu. Tout ce qu'on raconte sur le tofu, c'est complètement faux, là. Qu'est-ce qu'on raconte sur le tofu? Les hormones du tofu qui causent le cancer, blablabla. Déjà, si on est inquiète pour les hormones, on devrait s'abstenir de consommer des produits laitiers. Les vaches qui donnent du lait sont enceintes. Il y a les hormones de grossesse des vaches qu'on absorbe. Mais vraiment, tu sais, je ne suis pas payée par l'industrie du soya. S'il y avait des problèmes avec le tofu, je le dirais. Les monocultures, les OGM, tout ça, ça sert à nourrir les animaux, donc on ne s'inquiète pas. On consomme le soya, qui est une super bonne source de protéines, qui est une super bonne source de calcium, qui est une bonne source de toutes sortes d'affaires. Donc, en sauté dans des smoothies, cuit au four. On a des recettes, des desserts. On découvre le tempeh aussi. Le tempeh, c'est du soya fermenté. Ça change du goût du tofu. Du tempeh, il y a une compagnie montréalaise qui en fait Noble Bean. Ça vient comme en petites galettes, comme ça. Est-ce que ça, c'est en vente dans les épiceries? Oui, on commence à en trouver vraiment partout. Noble Bean distribue bien. C'est dans le rayon du surgelé, par exemple. Donc, tu sais, le congélateur des affaires un peu grano, bio, santé, le congélateur où on se sent bien d'aller, on va le trouver là-dedans dans les petits paquets carrés. Ça, on va le faire cuire à la vapeur, on va le faire cuire au four, on va le faire revenir, on va l'égrainer pour le mettre dans des sauces. Ça c'est vraiment, vraiment le fun aussi. Les légumineuses, c'est incontournable. Si on veut une assiette diversifiée, diversifions les légumineuses. C'est des légumineuses, ça va être une salade. Les herbes, les épices aussi. Est-ce que tu dirais que au final, manger vegan, ça pourrait coûter moins cher qu'un panier où il y a de la viande, où il y a des trucs transformés, où il y a... Moi j'avais cette impression-là, que ça me coûtait pas cher à manger. Mais tu sais, je suis un peu obsédée par les chiffres, fait que j'ai comme... Comparé vraiment. Ouais, puis checker des études, et les études sont unanimes. C'est sûr que si on achète plein de fausses viandes, puis qu'avant on achetait juste du bœuf haché, même pas maigre, on va trouver que ça nous coûte plus cher. Mais le panier d'épicerie moyen des végétaliens est moins dispendieux. On dit autour de 2 $ par jour en moins là, par personne. Donc ça peut avoir quand même beaucoup d'effet. Oui, parce que les légumineuses, ça coûte pas cher. Fait que, évidemment, le moins d'aliments transformés possible, le moins cher possible. Mais qu'est-ce qui est cher dans un panier d'épicerie? C'est la viande, c'est le fromage, le poisson, c'est super cher. Ouais, les produits transformés aussi. C'est très cher. Puis les légumineuses, par exemple, on les achète sèches plutôt qu'en canne, ça coûte moins cher, ça se conserve mieux. On peut se faire des grosses batches avec les amis. Ça fait peur, les légumineuses sèches, on ne sait pas trop quoi faire avec. Ça prend combien de temps vraiment les faire? À la fin du livre, j'ai mis un tableau pour ça. Je l'ai vraiment fait pour moi, parce que j'étais comme tannée de googler ça à chaque fois que j'en faisais cuire, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un tableau sur les temps de trempage, les temps de cuisson. Ça demande un tout petit peu de planification, mais c'est pas si compliqué que ça, là. Donc, même si on est omnivore, rajouter des légumineuses dans son alimentation, c'est une bonne chose. Puis, ça va faire baisser sa facture d'épicerie. On a discuté tout à l'heure un peu du sucre. J'aimerais ça que tu me parles parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, le sucre blanc. On se demande, est-ce que c'est végétalien? Est-ce que les végétaliens en mangent? C'est quoi la vérité? Bon, déjà on sait qu'on mange trop de sucre. Fait que, le livre de Catherine Lefebvre, justement là-dessus, est une super bonne référence. Donc, sur le sucre, essentiellement, le sucre qu'on trouve en épicerie ici, le Red Pat ou le lentique, lui est vegan. Ce qu'il y a dans le... Je l'avais écrit ici. Petit papier. C'est le seul dans lequel il y a des sous-produits d'origine animale, des os d'animaux, c'est celui qui est vendu sous la marque Merth Rogers, qui vient de Vancouver par la compagnie Lentique. Fait que le lentique, le Red Pack qu'on trouve ici, il n'y a pas de problème. Fait que si on prend des desserts dans les magasins, il n'y aura pas de problème. Mais c'est celui de Vancouver qui a des os d'animaux dedans. Mais là, tu sais, si on fait une défi vegan, si on commence, on n'est pas obligé de stresser sur ces affaires-là. Peu à peu, on fait un peu le ménage dans son garde-manger, puis on va peut-être remplacer ces cosmétiques par des cosmétiques non testés sur les animaux, ces produits de son corporel, pareil. Mais on n'est pas obligé de tout changer en même temps.
Puis ben, le sucre, c'est comme du niveau 2, là, mais essentiellement, on n'a pas à On peut toujours aller vers le sirop d'érable. Le sirop d'érable, oui. Et légal, on peut l'utiliser dans beaucoup de recettes, ça donne toujours C'est un bon, très il n'y en a goût. jamais trop. Non, c'est ça. Peut-être que j'aimerais que tu nous expliques un peu, pour qu'on puisse vraiment faire le lien, que les gens puissent faire vraiment le lien, en quoi, en fait, finalement, les animaux sont exploités quand on parle des poules. Pourquoi? Ouais. Parce que là, on ne mange pas la viande, Ouais. on prendrait juste les Ouais. œufs. Pourquoi les végans n'en mangent pas et pourquoi? C'est ça. Cette question-là vient souvent parce qu'on sait la poule, elle pond son œuf. Fait qu'il est où le problème? C'est ça. Déjà, il faut savoir qu'il y a juste les femelles qui pondent des œufs. Oh. Bio 101, mais les mâles des poules pondeuses ne vont pas devenir des poulets de chair parce que la génétique des poulets de chair et des poules pondeuses est différente. Et les mâles des poules pondeuses sont broyés à la naissance. Fait que pour chaque petite poule pondeuse, il y a un petit frère qui a été broyé tout le temps. Élevage bio, élevage pas bio, petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Fait que déjà, c'est un problème. Là. La moitié de l'espèce des bébés sont broyés. Après, les poules pondeuses, dans 90% des élevages, sont gardées dans des cages. En fait, chaque poule a un espace qui est moins grand que ta feuille-là. Ils sont entassés à 8-10 par cage. Ils ne peuvent pas ouvrir les ailes, ils ne peuvent pas exprimer leurs besoins naturels, ils ne peuvent pas faire de nid. Ils sont juste pognés là pendant 2 ans. Un espace, puis c'est gros, le poule, là. Un espace cette taille-là, à pondre des œufs. C'est terrible. Tu sais, la vie d'une poule pondeuse, en fait, elle est plus souffrante que celle d'une poule de poulet de chair, parce que le poulet de chair va être abattu à 45 jours. Ça n'aurait pas été super le fun, sa vie, mais ça durait juste 45 jours. La poule pondeuse, c'est 2 ans dans sa cage. Et après 2 ans, quand sa productivité diminue, alors qu'elle pourrait vivre 8-9 ans, ben on l'attrape par les pattes, on la met dans des grosses cages, puis on l'envoie dans les abattoirs, où sa viande va devenir des sous-produits, genre des croquettes de chat, des affaires comme ça. Fait qu'il y a autant, sinon plus de souffrance dans un œuf qu'il y en a dans du poulet. Après, on va dire, oui, mais tu sais, les élevages bio. Ben, les élevages bio, les poussins viennent de la même place. Et bio ne veut pas dire sans souffrance. On va donner plus d'espace aux animaux, ce qui est une bonne chose. Les animaux vont moins souffrir. Les poules en liberté, ça veut dire qu'ils sont entassés dans des grands entrepôts. Ça ne veut pas dire qu'elles se baladent dans un champ et qu'elles attrapent des petits moustiques. Là. Ça veut dire qu'elles sont entassées dans des grands entrepôts. Elles ont parfois un accès à l'extérieur, mais c'est souvent minimal. La solution pourrait, pour certains, d'avoir des poules à la maison, mais là, ça cause encore plein de problèmes de bien-être animal. On a toujours le petit fer qui est broyé. Ensuite, on a souvent des problèmes de sextage, où quand on achète le poussin, c'est dur de savoir si un poussin c'est un petit garçon ou une petite fille. Les gens se retrouvent avec un poussin mâle qui ne pond pas, puis là, ils les abandonnent. Même chose pour les poules, quand ils pondent moins, ou l'hiver arrive, ils ne savent plus quoi faire avec, ou tout ça. Les gens abandonnent leurs animaux. Les SPA, SPCA sont pleins d'animaux abandonnés, de chats, de chiens. Puis ils se retrouvent en plus avec des poules abandonnées. Les villes comme Portland, en Oregon, qui sont encore plus avancées que nos villes québécoises en termes de poules de cour, sont remplies de poules. Fait que, tu sais, on a-tu vraiment besoin d'œufs? Pas vraiment. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus simple de s'acheter des graines de chia ou de lin. Ou faire sa compote de pommes et mettre ça dans son... Oui, tu sais, achetez-vous un pommier à place. Un pommier dans sa cour, il n'y a aucun problème. Peut-être en terminant, parce qu'on a presque terminé. Wow, ça va assez vite. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la même chose aussi? Pourquoi on ne pourrait pas prendre finalement le lait des vaches, puis que finalement c'est une bonne chose aussi de sortir de notre alimentation? Je suis contente que tu finisses là-dessus. J'ai écrit un livre là-dessus. J'adore les vaches et je fais partie de ceux qui n'avaient vraiment pas compris le problème des vaches avant comme vraiment longtemps. Il faut savoir que les vaches, c'est des mammifères comme toi et moi, et pour produire du lait, ça doit produire un bébé. T'sais, on ne donne pas du lait parce qu'on n'a pas donné naissance à des bébés. Pour les vaches, c'est pareil. Donc, la vie d'une vache, c'est l'insémination artificielle et elle va avoir une grossesse, elle va donner naissance à un veau. On va lui enlever son veau pour qu'elle donne du lait à la treilleuse. Et 3 mois plus tard, on va la remettre enceinte pour que sa production soit constante. Fait que l'année d'après, c'est 9 mois de gestation, on va donner un autre veau. Le veau, on le prend, que ce soit bio ou pas bio, ça ne change absolument rien. On le prend, on l'envoie se faire engraisser. Ça va devenir la viande de veau, qui est la viande produite dans des conditions horribles. Les veaux sont dans des petites stalles individuelles, séparés de leur maman. Ils n'auront pas le lait de leur mère, ils vont avoir le lait du lait en poudre qu'on a constitué. Il y a une souffrance psychologique des deux côtés. Les vaches produisent 2-3 fois plus de lait qu'elles en produisaient dans les années 70 parce qu'on les a sélectionnés pour ça. Problème de mastite, problème de boiterie, juste problème d'être trop grosse puis de produire trop de lait. Produire autant de lait, ça représente l'effort d'une étape du Tour de France, il paraît.
Fait que, imagine courir le Tour de France à chaque jour, c'est juste terriblement souffrant. Elles sont attachées dans 92% des cas au Québec. Les vaches bio aussi sont attachées, vont avoir un accès à l'extérieur une journée par semaine l'été. Encore là, ça ne change rien. Et après 4-5 ans, quand elles sont complètement épuisées, qu'elles ne peuvent plus produire de lait alors qu'elles pourraient vivre 20-25 ans, on les envoie dans des encamps où elles sont achetées, envoyées dans des abattoirs États-Unis ou Ontario pour devenir de la viande hachée. Fait que c'est pas très joyeux comme vie. Fait que les véganes qui refusent de boire du lait, ben ils le refusent parce qu'il y a plus de souffrance, encore une fois, dans un verre de lait que dans une tranche de steak. La vie d'un bœuf n'est pas joyeuse, mais probablement moins pire que la vie d'une vache. Merci. C'est sur ces bons mots. Oui, c'est ça, c'est bon mot. Je rappelle que tu as écrit le défi vegan 21 jours aux éditions Trécarré. Donc, c'est en réimpression. Ouais. Et on peut te suivre sur les médias sociaux. Il y a la page du défi vegan aussi sur Facebook. Puis le défi vegan Châtelaine, puis partout. Ça se poursuit encore toute la semaine. Merci Merci beaucoup.